Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM. Voilà, le mois de mai est arrivé, les pistes de ski sont fermées depuis quelques jours, les alpages sont vert fluo et les troupeaux vont pas tarder à monter en altitude. Et on ne va pas partir en vacances, nous, ici, non. On va en profiter pour revenir sur l'un des gros projets de la saison d'hiver avec un invité de marque, le genre de gars qui passe son temps à réaliser notre rêve d'enfant à tous, c'est-à-dire voler. Avant de filer en studio pour le retrouver, je vous rappelle d'ailleurs que nous avons une boîte à idées pour ce podcast, histoire de partager vos idées, vos envies, vos suggestions, vos questions. On est toujours très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, alors n'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter, à nous laisser des avis sur Apple Podcast, Spotify, Google, Deezer, etc. Ça donnera plus de visibilité au podcast et puis nous, ça nous fera aussi grandement plaisir. Maintenant que cette introduction est faite, on va sans plus attendre filer en studio pour retrouver notre invité du jour. Allez, c'est parti, let's go. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. On se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie d'un nouvel invité. Et il s'est posé à la Clusa là, tout récemment, juste pour nous retrouver. On retrouve avec nous Fred Fugin. Comment ça va ? Bonjour, ça va ? Ouais, super, ça va, ouais. T'as la forme ? Très très bien, ouais, au taquet, Ouais. grave. Bon, Carrément. super. On a vu tes prouesses, pas que les tiennes d'ailleurs, puisque vous étiez un paquet dans le ciel Ouais. ces dernières semaines, enfin c'était il y a quelques semaines. On va préparer un petit portrait, enfin on a préparé un petit portrait avec des questions rapides, réponses rapides, histoire d'éviter de dérouler un CV de manière classique. Quelques questions pour toi. Il paraît que tu t'envoies en l'air avec tes potes et ta femme. Oui, je m'envoie en l'air, en tout cas je fais des sauts en parachute et des sauts de wingsuit avec mes potes et avec ma femme aussi. Plus souvent avec mes potes d'ailleurs, mais non, ça dépend en fait des périodes, de toute façon moi j'ai toujours aimé partager le ciel et partager les vols avec les copains, donc pour moi c'est vraiment pas un sport individuel, c'est vraiment un truc en équipe. Et puis c'est tellement plus cool de pouvoir kiffer les moments en l'air avec les copains et puis voilà, c'est vraiment pour moi c'est super important. Et c'est vrai que depuis quelques années, Laurence, ma femme, depuis qu'elle a arrêté la compète, elle s'est mis plus au base jump, maintenant à la wingsuit, et du coup on a de plus en plus d'occasions de voler ensemble, quoi. Elle faisait de la chute libre à la base ? Elle faisait de la chute libre, elle était en équipe de France de vol relatif à 4, donc elle a fait 10 ans de compète à haut niveau, Okay. et elle a arrêté sa carrière de compétitrice en 2018, et depuis elle a fait pas mal de base jump. Alors elle avait commencé le base jump avant, mais elle pouvait, en tout cas avant qu'on se rencontre, elle pouvait pas trop en faire quand elle était en équipe de France, parce que la fédération n'aime pas trop ça, et on se demande pourquoi d'ailleurs, et voilà, et donc ça fait quelques années qu'elle a bien progressé en base et en wingsuit aussi. Donc ouais, c'est Okay. trop cool de pouvoir partager ça avec elle en tout cas. Trop Ouais, bien. c'est vraiment sympa. Bon, on va repasser à toi. Il paraît que tu peux mettre plein de matos, tu peux embarquer presque toute ta maison dans une wingsuit. Et ouais, exactement. Alors on peut emmener pas mal de matériel dans la wingsuit, effectivement. On a en fait, les wingsuits, elles ont vachement évolué ces dernières années, et c'est vrai que les modèles les plus récents, en fait, les fabricants ont installé des grandes poches, en fait, qui permettent d'emmener tout le matériel, et surtout le matériel de montagne, quand tu fais des accès alpinistes. Donc on peut emmener des cordes, on peut emmener forcément un baudrier, des mousquetons, des gaines, on peut emmener beaucoup de choses. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de sauter avec 50 mètres de corde, avec pas mal de matos, avec une wingsuit qui est largement alourdie, parce qu'en fait, les poches, elles sont grosses, et on peut quand même mettre pas mal de trucs. Il faut quand même faire attention à comment on équilibre en fait le poids, parce que si ça tire trop sur les jambes, ça peut vraiment dégrader le vol. Donc dans ces conditions, c'est pas forcément les vols les plus agréables, parce qu'on est bien chargé, mais le charme est aussi forcément dans l'accès et dans l'ascension en fait pour arriver à ces sommets là. Donc ça fait partie du truc. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, quand on sautait avec Vince et d'autres copains en Norvège, on avait eu
des marches d'approche où on avait trouvé pas mal de champignons, on avait trouvé plein de cèpes, et à l'époque on n'était pas dans on n'avait pas des wingsuits avec des poches qui étaient toutes préparées et tout, mais on avait quand même trouvé des solutions pour sauter avec, et on avait fait notamment des sauts de free fly base qu'on avait filmés à l'époque, et on avait des champignons plein les poches et plein le pantalon qu'on avait forcément mangé le soir et tout, donc c'était un bon... Enfin, ça me rappelle toujours ça, parce que tu peux sauter avec des cordes et des dégaines, mais tu peux sauter avec de la bouffe aussi. Avec la bouffe, ouais. C'est important. Tu peux emmener ton reblochon, tu peux sauter avec plein de trucs. C'est bon à savoir. Pour ceux qui nous écoutent et qui, je sais pas, qui auraient une petite faim. Bah ouais, exactement. Faut pas manquer. De faire des trucs aussi engagés que ça, justement, est-ce que t'as une peur, enfin pas forcément liée à ces choses-là, mais on peut se dire, le mec il a peur de rien. Est-ce que dans la vraie vie, Monsieur Fred, il a peur d'un truc? Bah après, voilà, je dirais comme tout le monde, j'ai les mêmes, voilà, par rapport, en tout cas pour ma part, par rapport aux accidents qui peuvent se passer autour de moi, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour, voilà, ce genre de choses. Après, c'est vrai que j'ai peur de... Par exemple, plus pouvoir bouger comme j'ai envie de bouger, ou des choses comme ça. Et forcément, quand on fait des sports engagés, c'est des choses qui nous, forcément, qu'on a en tête, parce que bah voilà, on est actif, et en même temps on est aussi exposé de par notre pratique. Donc voilà, pour ça faut faire attention. Et puis après j'ai, en tout cas dans la partie vol, j'ai surtout peur dans des moments où, enfin, si je me sens pas bien préparé, là, je vais avoir peur. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de vraiment me préparer avant les vols et avant les projets et tout, pour être serein, et voilà. Et puis voilà. Sinon, j'ai peur des araignées, je crois. Des araignées aussi. Voilà. Ouais. Simplement. J'aime pas les araignées. Oh, t'es pas le seul. Au compteur, ça doit te faire pas mal d'heures. On se demandait, est-ce que t'as plus d'heures qu'une fusée SpaceX? Qu'une fusée SpaceX, j'en sais rien. Des heures, c'est dur à dire, les heures. Ça se compte pas forcément en heures. Non, ça se compte pas forcément en heures. Alors, des heures passées dans un avion pour monter, pour faire des sauts en parachute, j'en ai beaucoup. Des heures passées à marcher en montagne aussi pour aller sauter de falaise, j'en ai beaucoup. Plus qu'une fusée SpaceX, j'en sais rien. Je sais pas, mais en nombre de sauts, ça représente quoi, tu sais? Ça représente pas loin des 20 000 sauts, ouais. Okay. Je pense tout confondu, entre le parachutisme et le base jump, ouais. Ok, trop bien. Et justement, ça va nous faire une transition avec le projet qui a été tourné dernièrement à la Clusa. Il paraît que tu t'inspires de la Patrouille de France. Bah ouais, carrément. Après... c'est sûr que la Patrouille de France, moi j'ai eu la chance et l'honneur, grâce au projet Jetman, de pouvoir voler avec eux en 2016. Donc ça a été vraiment un moment, voilà, c'est un moment inoubliable. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir partager des vols avec eux. Quand on est français, qu'on est passionné d'aviation, qu'on aime les sports aériens, c'est sûr que la Patrouille de France est quand même l'élite. Et à l'occasion de ces vols-là, ils nous ont expliqué justement leurs techniques, en fait, leurs points de repère pour voler ensemble, comment ils faisaient, alors en termes de communication évidemment, et puis les placements qu'ils avaient, voilà, vraiment les points de repère, et des petits tricks, en fait, des petits tips sur le vol en formation. Okay. Et ça nous a servi pour les vols qu'on faisait en Jetman, en aile motorisée, et ça nous a servi aussi pour la wingsuit. Et c'est évident que les vols qu'on a fait récemment à la Clusa, c'est clairement inspiré de la Patrouille de France. L'idée, c'est vraiment de faire une belle formation, d'avoir les mêmes points de repère que les avions en formation, d'utiliser des moyens de communication. Et de toute façon, ces techniques-là, elles ont été largement prouvées depuis longtemps par les pilotes. Et donc, c'est vraiment cool de pouvoir les mettre en application à la wingsuit aujourd'hui. Et ça nous sert clairement pour pouvoir voler de manière précise, près du sol, en formation, à haute vitesse, quoi. Alors justement, on va s'intéresser à tout ça, parce qu'on va le développer, c'est vraiment le gros du sujet aujourd'hui. Le vol en formation, c'était un vol à 5 qui s'est réalisé au-dessus de Balme. Les images, elles ont bien tourné, mais de toute façon,
On va encore et encore les voir, ça c'est sûr, parce que tu es là pour en parler et puis nous pour en profiter à fond. Qui est-ce qu'il y avait dans l'équipe pour cette occasion-là? Alors, on a essayé de les inviter, de voir, mais c'était compliqué au final. Ouais, ils sont un peu loin. Alors, en fait, il y avait mes 2 coéquipiers de l'équipe Soul Flyers, donc Vincent Cotte et Aurélien Chattard, avec qui je partage la plupart des vols depuis ces 2-3 dernières années. Il y avait un Espagnol qui s'appelle Dani Roman, qui est aussi un athlète Red Bull, qui voyage beaucoup, et un pote sud-africain qui s'appelle Nick Scalabrino, qui est basé à Dubaï. Donc lui, il habite à Dubaï pendant la plupart de l'année, et l'été, il est en Europe avec nous sur les trips base jump et en montagne. Et en fait, quand j'avais imaginé ces vols-là à la Clusa, je voulais vraiment essayer de faire une version vraiment plus développée que ce qu'on avait pu faire avec Vince en 2019. Et en fait, étant donné qu'on pouvait monter à 5 dans l'hélico qui nous a largué, je me suis dit il faut vraiment essayer de remplir à fond la machine et d'optimiser et donc de créer cette équipe à 5. Mais en fait, c'est des gars avec qui j'ai pas mal volé, en qui j'ai totalement confiance. Ouais. Et pour moi, s'ils n'étaient pas dispo, j'avais pas prévu de les remplacer. C'est-à-dire que j'ai pas d'autres partenaires de vol en qui j'ai suffisamment confiance pour faire ces vols-là, parce que c'était quand même des vols techniques, on en parlera après. Et en tout cas, c'est trop cool qu'ils aient pu se libérer et qu'ils aient pu, enfin, en tout cas, surtout pour Nick et Danny qui venaient de loin. Et c'est vraiment trop cool qu'ils aient pu se libérer, qu'ils aient pu venir se joindre à nous. Et pour la petite histoire, Nick, je suis allé le chercher à l'aéroport. Je crois que c'était le lundi, il est arrivé de Dubaï, je suis allé le chercher à Genève, et mardi matin on était dans l'hélico et on sautait, quoi. Donc ça s'est vraiment bien enchaîné. L'idée de base c'était de faire 2 jours avec une succession de sauts, et finalement tout a été fait. Finalement on a eu une journée de ouf parce qu'il avait neigé la veille, 2 jours avant, ça avait bien remis un joli coup de blanc dans la combe de Balme sur toute la station de la Clusa, et puis les potes ils sont arrivés à ce moment-là, on a eu le créneau météo, enfin bref, tout s'est vraiment bien goupillé, donc c'était trop cool, quoi. Ouais, ça a tourné toute la journée. Ouais, on voit sur la vidéo, les gens gueulent sur le télésiège. On a fait 6 sauts, puis c'était génial, c'est vraiment. Et c'était vraiment ça qu'on a voulu montrer dans cette vidéo, c'est que en 2019, quand on avait fait ces vols-là avec Vince. On avait simplement une GoPro sur la tête et on s'était filmé en POV comme ça. Et la vidéo, elle avait déjà bien tourné. Mais on avait nos familles, nos amis qui étaient dans la combe de Balme et qui avaient vraiment profité du spectacle et qui avaient trop kiffé. Et on avait eu trop des super retours sur ce que ça représentait, sur ce que les gens ont pu vivre à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie de montrer cette ambiance dans Balme et la connexion qui se passe avec les gens qui sont soit sur le télésiège, soit en train de skier là, parce que c'est vraiment un live show qui est assez rare en fait et qui est vraiment joli à montrer. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a placé les caméramans dans la combe, c'est pour ça qu'on voulait vraiment montrer cette ambiance. Et c'est trop cool de partager ça avec les gens parce que nous, souvent, on fait des vols un peu éloignés dans la montagne, il n'y a pas forcément du monde qui nous voit. Mais donc là, le but, l'objectif de faire ces vols qui étaient techniques et en plus de le partager avec les gens dans la combe, c'était trop cool, quoi. Ouais, c'était vraiment bien. On a eu plein de bons retours. Ouais, on a eu vraiment, moi j'ai eu plein de messages et tout, c'était vraiment trop sympa et les gens ils ont adoré, donc c'était au-delà de la vidéo, je pense que les gens qui étaient là ce jour-là, c'est trop cool qu'ils aient pu participer c'était presque un événement au final. Ouais, c'était ça, mais comme on l'avait pas annoncé que c'était surprise, en fait, c'était vraiment, je trouve, ça rajoutait quelque chose. Après, il y en a qui m'ont dit vous auriez dû nous dire et tout, mais ça a ce petit côté sympa de se dire que les gens qui étaient là ce jour-là, et paf, c'était un peu un petit peu le coup de baguette magique comme ça, et voilà. C'est clair. Et en termes de préparation, ce type de projet-là, justement, tu dis que tu t'inspires de la Patrouille de France, mais comment avec les 4 autres vous l'avez travaillé? Vous avez fait des vols de préparation, de calage entre En fait, il faut savoir que le vol en formation et le vol en wingsuit, c'est vraiment un truc qu'on travaille tout au long de l'année, justement pour être prêt le jour où on fait un projet comme celui-là. Ouais. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de faire
beaucoup de préparation. C'est comme je te disais, c'est que Nick, il est arrivé la veille de Dubaï, Nick, il est arrivé d'Espagne, et le lendemain, paf, on était dans l'hélico et on a volé en formation. Parce que ces gars-là, ils ont la technique, ils ont la technique, ils ont l'expérience pour pouvoir se caler dès le premier saut. Alors c'est sûr que dès le premier saut, on s'est pas rapproché le plus du sol, on n'est pas allé le plus près, il a fallu prendre des points de repère. Dans toute l'équipe, moi j'étais le seul à avoir déjà fait les vols ici, donc moi je connaissais la ligne, je savais ce que ça allait nous demander en termes de performance. Bon évidemment, on a toujours les mesures, en fait on calcule les finesses nécessaires en fait sur la portion de vol qu'on veut exploiter, mais moi je connaissais les vols, on est repassé au travers des vidéos qu'on avait fait avec Vince en 2019, donc tout le monde a pu voir, je leur ai expliqué un peu les difficultés, et voilà, donc c'est pour ça que je fais appel à ces gars-là, c'est pour ça qu'on est ce groupe-là, c'est parce qu'on a de l'expérience et on est capable de performer, en fait, on va dire, dès le premier saut. Maintenant, comme je t'en avais parlé déjà, le matin, on faisait pas les malins, parce que c'est des sauts, moi je les avais... je leur avais bien expliqué, mais de toute façon, on le sait, en fait, en regardant les chiffres, on sait que la pente n'est pas très raide. Après, il y a des effets visuels juste en regardant, mais quand tu calcules la finesse, tu la connais, quoi. Donc, on sait que c'était pas très raide, qu'il fallait avoir la bonne vitesse, qu'il fallait bien rester serré. Et donc, ça, c'était un petit peu ma responsabilité, parce que moi, j'emmenais en tant que leader, j'emmenais le groupe, et en fait, il fallait vraiment prendre la bonne trajectoire et la bonne vitesse pour rentrer sur cette ligne et arriver avec le bon angle. Et eux, en tant que wingman, en tant que coéquipier, en tant que ailier, ils doivent regarder la personne à côté de qui ils volent. Mais pas devant. Mais pas devant. Voilà, exactement. Et donc c'est ça en fait la difficulté, c'est que quand tu es leader, c'est un exercice particulier, et quand tu es ailier, c'est aussi un exercice particulier. Et c'est vraiment deux choses qui se travaillent, qui sont complètement différentes. Et donc moi, comme je connaissais les vols et que j'ai plus l'habitude de l'idée, naturellement j'étais devant, au milieu, et puis eux ils étaient derrière. Mais c'est vrai que quand tu es derrière, la difficulté c'est de déjà faire confiance à la personne qui t'emmène, regarder le bout de son bras, regarder le positionnement pour toi te placer correctement, et la même chose pour la personne qui est à l'extérieur et qui va aussi subir des petites inerties et des petits mouvements de la personne qui est au milieu. Donc tout ça, c'est un travail vraiment qui est très dur, qui demande vraiment des années de pratique. Et voilà, donc quand tu combines tout ça, une formation à 5, un spot que les gars ne connaissaient pas, une pente qui est pas très raide, voler en formation serrée, bon voilà, j'avais confiance, je me faisais pas de doute sur la réussite du projet, parce que j'étais bien entouré, parce que ces gars-là, ils ont de l'expérience, et voilà. Mais ça n'empêche que les premiers vols, surtout, on va dire, parce qu'on a eu l'occasion de faire 6 sauts à 5, les 2-3 premiers vols, on était très concentrés. Les autres vols aussi, on était très concentrés. Mais ce qui s'est passé, c'est que, je peux dire, les 3 premiers vols, ça bronchait pas. Il y avait personne qui parlait. On était vraiment dans un état de concentration très haut. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que pour nous, on abordait les vols, c'était des vols techniques, donc qui nous font triper, parce que c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi qu'on propose ici. Alors les gens se rendent pas forcément compte de la difficulté, mais c'était des vols qui étaient techniques. Et je crois que c'est au bout du 4e vol, comme on est tous en connexion radio et qu'on arrive à se parler à tout moment du vol, je crois que c'est à partir du 4e vol que j'ai commencé à entendre, alors une fois qu'on était au-dessus du télésiège, j'ai commencé à entendre les gars qui se détendaient dans le vol, parce que ça y est, on s'était habitué à la finesse, on s'était habitué t'as tes repères, tu t'étais habitué à la tension que tu dois mettre dans la combinaison, etc. Et donc... je commençais à entendre « Wouh, yes !» et tout, et ça commençait à gueuler, tu vois, dans le casque et dans le micro, parce que, étant donné que tu peux te relâcher un petit peu, tu commences à profiter un peu plus, et puis à kiffer encore plus, et c'est pour ça que c'est vraiment bien de pouvoir répéter des sauts, parce que, tu peux vraiment tu peux te sentir à l'aise sur la ligne, et puis et du coup te concentrer sur des petits détails, être encore plus proxy, plus proxy, je parle entre nous dans la formation, et voilà, donc c'était vraiment trop cool, et tout le monde a vraiment kiffé
les sauts qu'on a fait. Ouais. T'as eu justement les retours derrière, les gars. Ah bah les potes, ils étaient comme des fous. Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, quand je les avais branchés pour faire ce projet-là, je leur ai envoyé la vidéo. Enfin, ils avaient vu de toute façon, mais j'aurais dit voilà l'idée. On fait une formation A5, on est là-bas, Ils ont vu la ligne, on dit oui direct. Ils ont là. Ils étaient chauds direct. Ah bah ils étaient chauds direct. Ils étaient chauds bouillants. Et puis on attendait ça depuis pas mal de temps. Ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait. Ouais. Ça faisait plusieurs mois qu'on préparait le truc avec le staff à l'Office du Tourisme, avec la compagnie d'hélico, avec la prod évidemment de Thibaut Gachet. Et voilà, il y a eu pas mal de préparation en amont. Et tout le monde était chaud bouillant, quoi. Ouais. Bon, voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu la vidéo, eh ben, vous pouvez la retrouver forcément sur nos réseaux La Clusa, sur les réseaux de Fred, sur les réseaux des Soulflyers, également sur Red Bull. Enfin bref, vous pouvez pas la louper. Et on a en stock d'autres vidéos. Ouais, et puis je te coupe juste pour engager les gens à aller regarder la version longue aussi de la vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Parce que forcément pour les réseaux sociaux, on a mis des formats un petit peu plus courts et il y a un format 1 minute qui a pas mal tourné. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette version longue. Longue, après ça fait que 2 minutes et demie, mais on profite un peu plus des plans. Il y a plus de plans, ça prend plus son temps. Ouais. Exactement. Et c'est justement, c'était aussi une idée du réalisateur Thibaut Gachet là, que tu disais, qui voulait sortir de cette vidéo type action cam, action movie où on a du rythme, un seul plan GoPro et finalement là on a des images qui sont plutôt cinématiques avec des plans larges où on voit les personnes sur le télésiège, où on voit les personnes sur les skis, sur la station qui découvrent en fait votre arrivée là dans les airs. Et ça a mis un peu de magie dans tout ça. Et il y a aussi une particularité sur la Comte de Balme et sur la manière, en tout cas sur le positionnement du télésiège, c'est que il y a quand même ces 2 grosses barres de falaise de chaque côté. Ouais. Et en fait, quand on vole au milieu de la combe, on est pratiquement sous le relief. En fait, on est entouré de reliefs qui montent un peu plus haut. Et du coup, quand on avait fait le repérage avec Thibaut et Veuch, on s'était baladé dans la combe. Et moi, j'avais déjà une idée en tête de ce que je voulais montrer, mais c'est vrai qu'en allant chercher les points de positionnement des caméramans, on s'est dit, mais là, le plan, il va être fou. Après, on bougeait, ah non, mais là, ça va être fou, là, ça va être fou. Et finalement, Thibaut et son équipe, ils ont réussi à rentrer tous les plans qu'on avait imaginés. Et c'est trop cool parce que il y a vraiment, c'est super joli, quoi. Bon, après, voilà, on connaît la combe de Balme, mais c'est vrai que c'est tellement beau d'avoir du relief derrière, d'avoir les vires et les falaises qui se découpent dans le fond. Et ouais, non, c'était vraiment classe. Trop bien. Bon, bravo. Bravo merci. pour vos projets. Merci à vous, merci à la Clusa aussi. Parce que... On a autant kiffé que toi le faire. Ouais, et puis c'est important de souligner aussi la confiance de l'équipe de l'Office du Tourisme et par rapport au fait qu'on puisse faire ce genre de projet-là, parce que c'est vrai que la wingsuit, ça peut faire peur à des gens, c'est une discipline qui est engagée et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on fait des projets ici et que on nous accueille vraiment à bras ouverts, qu'on nous permet c'est vraiment la confiance qui s'est créée qu'on puisse nous laisser faire ce genre de projet là, qu'on arrive à réaliser ce genre de truc là et c'est trop cool parce que c'est pas partout qu'on pourrait faire ça, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Et justement, en parlant de la Clusa, on a eu une question d'un autre invité pour un prochain podcast. On a pris un peu d'avance et on écoute tout de suite sa question. Quel est ton endroit préféré sur lequel, donc ton endroit préféré à la Clusa, bien sûr, sur lequel tu aimes te retrouver, te ressourcer, sur lequel tu sens une énergie un petit peu particulière? Alors, moi j'ai une réponse qui est assez simple, c'est la vallée des Confins. Moi c'est le lac des Confins et c'est là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai passé beaucoup de temps avec Vince à faire des sauts. C'est là-bas qu'on a fait notre fête de mariage aussi avec Laurence, parce qu'il faut savoir qu'on s'est marié en 2017 à Thônes, mais qu'on est venu célébrer avec les potes, faire la soirée aux Confins à la Clusa. Donc forcément c'est un super souvenir. Et c'est aussi l'endroit où on a lâché les cendres de Vince en l'air après son accident. On a sauté au-dessus du golfe, au bout de la vallée des Confins. Et voilà, donc pour moi, ça représente énormément de choses, comme vous pouvez bien l'imaginer.
que ce soit des moments, des très bons moments de ma vie et aussi des moments très durs et forcément, fort dans tous les sens du terme, parce que tu vois, on avait passé énormément de temps avec Vince à sauter dans la combe de Bellacha. Et quand on sautait côté Bellacha dans les falaises, forcément, on atterrissait toujours à côté du lac des Confins, tu vois, à côté de la ferme qui est là, le lac des Confins. On avait fait tous nos vols d'entraînement pour le projet du phare, quand on avait volé en 2020 à côté du phare, pour le projet ressources. Tous les vols d'entraînement, on les a fait là-bas. Dans ce secteur-là. On a fait aussi les vols les plus bas, les ressources les plus basses qu'on ait jamais fait avec Vince, c'est sur le golfe. On nous avait laissé sauter sur le golfe et tu te rappelles quand on avait mis les pylônes voilà, sur le golfe des Confins. Et voilà, donc c'est un endroit qui est très particulier pour moi, à chaque fois je suis en l'air à la Clusaz, tu vois, l'autre jour quand on a fait les vols ici, je décolle, on a eu l'occasion, on fait des vols en hélico, je décolle et j'ai forcément une pensée, même plein de pensées pour Vince, pour tout ce qu'on a pu faire ici, et puis ça me rappelle plein de bons souvenirs aussi, quoi. C'est pas, il y a forcément de la tristesse, mais il y a aussi plein de bons souvenirs, et donc c'est un endroit magique. Réponse évidente. Merci pour ces belles paroles aussi. On va quitter le projet et puis s'étaler un peu plus sur ta carrière pour cette deuxième partie. Quand c'était ton premier saut finalement, ta première expérience dans les airs? C'était quoi déjà? C'était peut-être pas forcément de la wingsuit dès le début. Non, pas du tout. C'était un décollage en parapente à Mieuxy, en Haute-Savoie. Mon papa a fait partie des pionniers du parapente, vraiment dans le début des années 80. Et puis, il nous a emmenés avec ma petite sœur, c'était en 86, faire un biplace en parapente. Donc en 86, il faut savoir qu'il n'y avait pas encore des vrais parapentes, c'était un parachute qu'il avait ramené, mais qu'il avait ramené en Haute-Savoie, et il nous avait emmenés avec ma petite sœur. Donc moi j'avais 7 ans et elle avait 4 ans, et notre baptême de l'air en fait c'était du parapente à Mieuxy. Et puis 3 ans plus tard, j'ai eu l'occasion 3 ans plus tard, quand j'avais 10 ans, j'ai eu l'occasion de faire mon premier saut en parachute avec mon père aussi en tandem. Donc baptême de chute libre à 10 ans. Et là, le truc... Coup de cœur. Piqué, direct. Ok. Et quand on a ton niveau d'engagement à toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'impressionnent encore dans ce sport-là ou alors dans d'autres sports? Est-ce que, je sais pas, tu as des sources d'inspiration ou des idoles, alors passées ou actuelles, parce qu'on voit, par exemple, on pensait en préparant cette interview à Red Bull à Félix Baumgartner qui avait fait son saut depuis limite l'espace pour revenir finalement sur Terre. Est-ce que, je sais pas, ce type de saut, toi, ça t'impressionne, ça t'épate, ça te donne envie de faire pareil? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui te bluffent complètement? Ouais, alors moi, oui, il y a plein de trucs forcément qui me font triper. Après, moi, quand j'ai commencé le parachutisme, mes idoles, c'était les pionniers du free fly. Alors le free fly, c'est une discipline de chute libre qui a un peu révolutionné le monde de la chute libre. On peut voler dans les 3 dimensions, sur la tête, sur le dos, etc. C'est la discipline que j'ai pratiquée après en compétition. Ça c'était les posters c'était les genres de posters que j'avais dans ma chambre quand j'étais ado. Patrick de Gaillardon, évidemment, avec sa wingsuit, qui est un peu le pionnier de la wingsuit moderne, qui m'a fait rêver, que j'avais eu l'occasion de rencontrer aussi quand j'étais gamin. Et puis voilà. Mais après, il y a on va dire dans les sports que je regarde pas mal, moi les trucs qui m'impressionnent le plus, c'est les gars qui envoient du gros en ski. Ça me fait triper.
et les surfeurs de grosses vagues aussi. Ouais. Ça, je regarde beaucoup et franchement, c'est hallucinant. D'ailleurs, j'étais là, il y a 2 semaines, on était en un meeting Red Bull et j'étais avec Michel Bourrez et Kaoli Vast, je sais pas, des Tahitiens qui qui surfent à Tiopo là, laisse tomber, les mecs qui me montraient des vidéos, c'est complètement je vois ça, je dis mais les gars, vous êtes des fous. Et franchement, on était quand ils nous fassent, c'est trop marrant parce que tu échanges avec des sportifs comme ça et les gars qui regardent ils regardent nos vidéos et ils sont là, ouah non mais t'es un malade et tout machin. Enfin, donc chacun dans son domaine, tu vois. On a voilà, après je vois les mecs qui font bah voilà, quand on voit des grosses barres en ski, tu vois, qui font des gros, voilà, des trucs. Moi, le ski, je regarde beaucoup de vidéos de ski et ça me fait vraiment, vraiment bien triper. Ça m'impressionne. Et après, dans le base jump, je dois dire que il y a aussi, en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que moi, je suis assez impressionné. Enfin, en tout cas impressionné. Je suis assez je tripe pas mal sur des gens qui ont fait pas mal de choses, mais qui ne l'en font pas connaître. Tu vois, et il y a des gars qui ont fait... je trouve ça vraiment cool aussi, parce que moi, c'est sûr que ma manière de pratiquer mon sport, grâce aux partenaires, les projets qu'on peut créer et tout ça, nous, on a forcément... ça fait partie de notre pratique, en fait, de rendre visible ce qu'on fait, parce que forcément, on est soutenu et que ça fait partie ça fait partie du deal, quoi, de faire ça. Et aussi parce que je trouve ça vraiment cool de partager. Ouais. Mais je trouve ça aussi vraiment sympa, les gars qui fait plein de trucs. Et j'étais récemment avec un guide, un jeune guide de haute montagne suisse qui ne saute plus trop d'ailleurs en wingsuit base, mais lui, à l'âge de entre 20 et 24 ans, un truc comme ça, il a ouvert des taquets de spots en Suisse, mais des trucs avec des exits à 4000 et tout, et le mec n'a jamais posté une vidéo. Donc en fait, il avait des vidéos qu'il m'a montré. Il avait des vidéos qu'il m'a montré. J'ai vu des sauts qu'il a fait, et j'avais entendu, parce que c'est un petit milieu, tu vois, on se connaît et tout, et entre wingsuiters, base jumper, on discute, et le gars est connu, mais tu trouves pas de vidéo de lui, quoi. Et je trouvais ça vraiment trop cool, parce que lui, il est parti tout seul se faire des missions, ouvrir des spots, mais des trucs. Bon, voilà, il a un gros level en escalade, en alpi et tout ça, et donc il a ouvert des trucs fat. Mais voilà, je trouve ça vraiment. J'aime aussi beaucoup ce style vraiment un peu, comme j'appelle, un peu underground, tu vois, où tu fais ton truc, et puis voilà, quoi. Donc ouais, après, on a. La chance d'être dans une discipline qui est encore jeune, il y a beaucoup de choses qui se développent, il y a beaucoup de gens qui sautent, il y a de plus en plus de gens qui sautent, beaucoup de gens qui font des trucs, et tu vois, par exemple, mon coéquipier Vincent Cotte, lui c'est pareil, il parle pas beaucoup de ce qu'il fait, tu vois, on met plus en lumière ce qu'on fait nous en équipe, mais lui tout seul, il va ouvrir taquet de spot, il n'hésite pas à se mettre des missions tout seul et tout, et c'est vraiment non, c'est super impressionnant, quoi. J'aime vraiment ce côté-là, et voilà, donc ouais, je continue à forcément à regarder autour de moi ce qui se fait, et à être inspiré par plein de sportifs, quoi. C'est cool, hein. Et pour prolonger justement la pratique de l'activité en termes d'entraînement, ça représente quoi, ou en tout cas ça s'organise comment pour toi d'un point de vue planning? L'entraînement, c'est beaucoup la pratique du sport, c'est-à-dire qu'il faut voler, en fait. Nous, on est dans des disciplines où un saut, c'est court, le temps de vol, il est court. Quand tu fais du base jump et tu dois marcher 2 ou 3 heures pour aller en haut du spot, t'en fais un dans la journée, peut-être 2, si t'es vraiment chaud, ou si t'as une marche qui est un petit peu plus courte, ou voilà. Après, il y a certains spots, comme en Suisse, à Lauterbrunnen, où tu peux faire 8-10 sauts dans la journée si t'es chaud, mais ça, c'est vraiment pour faire du volume. Mais voilà, donc l'entraînement, il passe déjà par la pratique de notre sport, à fond. Ensuite, on continue d'aller faire des sessions en parachutisme, donc sauter d'avion, pour pouvoir s'entraîner sur des figures sans avoir de relief autour de nous, sans avoir les montagnes, et sans avoir le sol qui monte aussi rapidement, en ayant plus d'altitude. Voilà, exactement. Tu bosses vraiment la technique. La technique de vol à plusieurs. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on était à Gap avec Vincent et Aurélien, et on a fait 40 sauts, tu vois, en 5 jours, pour vraiment bosser des trucs, et notamment bosser
des moves qu'on avait préparés en soufflerie. Ouais. Parce que maintenant, il Oui, il y a faut aussi savoir la qu'il y a un soufflerie. simulateur de chute libre, en fait un simulateur de wingsuit, pardon. Tout le monde connaît maintenant les simulateurs qui sont Oui, les verticaux, tubes, ouais, les ouais. tubes, voilà, le tube vertical qui permet de s'entraîner à la chute libre. Et en fait, maintenant, il y a un simulateur horizontal qui existe à Stockholm et qui est en fait c'est un circuit d'air poussé par c'est le même principe, hein, c'est des grosses hélices qui poussent de l'air mais à l'horizontale. Et il y a une portion de ce tunnel qui est inclinée et donc on peut s'entraîner en wingsuit maintenant en indoor. C'est dans la banlieue de Stockholm. Et s'il y a une portion, comment dire, cette portion inclinée, elle est montée sur vérin, donc elle peut même monter et descendre Donner de l'angle. en fonction de l'angle, en fonction de la taille de wingsuit avec laquelle tu veux t'entraîner. Tu peux aussi réguler la vitesse de l'air en fonction de ce que tu veux faire. Et donc, on a passé pas mal de temps là-bas cet hiver, parce que moi j'ai découvert cet outil l'année dernière. Je me suis rendu compte du potentiel qui est énorme, parce que c'est aussi révolutionnaire que les tubes verticaux ont été révolutionnaires pour la chute libre en fait. Ouais. Et donc cet hiver, on a fait plus de 10 heures d'entraînement chacun avec Laurence entre janvier et le week-end dernier, tu vois, on y était encore. Et c'est un truc de fou, quoi. J'ai vraiment pu... Alors que moi, je fais de la wingsuit depuis l'année 2000. Ça fait 23 ans que j'ai fait mes premiers sauts de wingsuit. Et pourtant, je me suis retrouvé un peu comme un débutant, quoi, dans ce simulateur. Parce que tu réapprends des techniques. Vraiment, tu peux vraiment te focaliser sur du vol ultra précis, sur des mouvements hyper précis que tu n'aurais jamais le temps d'y penser en chute libre, même en saut d'avion, tu vois, parce qu'il y a pas mal de trucs à gérer. Ouais. Et là, tu peux vraiment passer du temps à peaufiner des choses, à t'entraîner à des moves super précis dans un espace qui est très restreint. Et du coup, c'est énorme. La progression, vraiment le kiff qu'on a eu de s'entraîner là-bas, la progression que Laurence elle a eu cet hiver. Et voilà. Donc tout ça contribue à être prêt quand on fait des sauts comme on a pu faire ici pour le projet ou même des sauts d'entraînement, de falaise et tout ça. Mais moi, je continue quand même à faire régulièrement du saut d'avion Ouais. et maintenant de la soufflerie pour garder un bon niveau. Parce que quand on veut faire des nouvelles figures, quand on veut faire du vol en formation, quand on veut faire des choses comme ça en base jump, si déjà toute la partie vol technique, tu vois, voilà, vraiment technique de vol dans la wingsuit, elle est acquise, elle est assimilée, t'as plus qu'à gérer le lieu, le spot, tu vois, les paramètres qui sont liés en fait au base jump, mais t'as déjà bien dégrossi la partie en l'air. T'es pas en train d'apprendre le truc, quoi. T'es en train vraiment de transposer ce que tu as appris d'avion en falaise. Et ça, ça a toujours fait partie de notre manière de pratiquer, en fait. Et sacré rythme, sacré C'est cool. programme. Bah ouais. Ouais, Ça, c'est trop cool. C'est passionnant. Ça donne envie. Ça Mais donne faut envie. essayer, Ça donne envie d'essayer. On peut Avec essayer. la soufflerie et tout, ouais. La Ouais. soufflerie wingsuit, faut aller à Stockholm, mais honnêtement, ils font voler des enfants à partir de 7 ans là-bas. Tout le Ouais, monde c'est un peut vrai essayer. simulateur, Ah non, quoi, en tout le fait. monde Ouais, peut ouais. essayer. Ils ont des wingsuits, t'arrives les mains dans les poches, t'as jamais fait de saut d'avion ni de parachutisme, t'as jamais rien fait, t'arrives, ils te mettent dans la combinaison, il y a des cordes pour te tenir, il y a un instructeur qui est là pour te gérer. Et c'est vraiment t'es vraiment au plus près des sensations que tu peux avoir en wingsuit. Ok. Et puis voilà, sinon aller faire un saut en tandem sur un centre de parachutisme, déjà pour découvrir la chute libre. Ouais. J'invite tout le monde à aller tester ça. Il y a un super centre de para qui est à Chambéry, Oui, c'est vrai. sur l'aéroport à Aix. Et c'est top, faut aller tester, quoi. On a ce qu'il faut, pas loin. Grave. Ouais. Tu le disais tout à l'heure en parlant de tes coéquipiers et de la communication pendant la descente. Au-delà de la radio, au final, de la liaison radio que vous avez entre vous, ça ressemble à quoi le bruit que vous entendez pendant que vous descendez dans le casque? Alors quand on vole en formation comme ça, De l'extérieur, on nous, est vous assez entend isolé, descendre. ouais, mais justement pour pouvoir améliorer la qualité des Ouais. communications avec les radios, on a des casques qui sont bien isolés. Donc ça réduit vachement le son extérieur. Mais c'est vrai que on a pris l'habitude de sauter avec des casques, bon, parce que voilà, c'est bien de se protéger depuis des années. Mais je me rappelle une époque où, quand je parle de ça, il y a 15-20 ans, quand j'ai commencé le base.
on sautait beaucoup sans casque et ça m'est arrivé ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé de refaire un saut sans casque et c'est impressionnant le bruit du vent. On n'a plus l'habitude en fait de ça parce qu'on a toujours un casque sur les oreilles. Mais voilà, avec nos systèmes de radio, on a quand même les écouteurs qui sont bien plaqués sur les oreilles, le casque qui est insonorisé donc on entend moins, mais sinon c'est un bruit de fond. Ça ronronne. Un bruit d'air quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on s'en sert aussi comme indication sur notre vitesse. Parce que ce bruit-là. Parce que comme on n'a pas d'instrument comme un pilote d'avion et tout est lié en fait le pilotage de la wingsuit est lié uniquement à nos sensations, à ce qu'on va ressentir. Donc ça peut être la pression de la wingsuit qui est plus ou moins gonflée sur le corps, la pression de l'air sur le corps, la pression et forcément aussi ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et le bruit du vent donne une bonne indication aussi sur la vitesse. Ouais. Et donc quand on a l'habitude, on se rend compte qu'avec des prises de vitesse et des ressources, le son il varie vachement. Et du coup c'est un truc à prendre en considération quoi. Trop bien, cool. Et ben maintenant qu'on a abordé la partie théorique ou en tout cas descriptive, on va aborder le concret. T'es pas venu les mains vides, tu nous as ramené ton casque justement, ta wingsuit. Ah, je croyais que tu parlais des canettes de Red Bull. Et des canettes aussi, mais qu'on va voir tout à l'heure. Non, justement, je vais juste t'inviter à aller chercher ça et on va déballer le matos juste devant le micro. Je ramène quoi, le casque et la wingsuit ? Ouais. La canette, on l'a déjà juste ici. La canette, on a déjà du casque. Non, mais c'est vrai, en plus on parle, ça donne soif. On parle, ouais. Alors, le casque d'abord. Le casque, bon là c'est un peu crado parce que je reviens de la soufflerie, j'ai mis du scotch partout, mais normalement il n'y a pas autant de scotch. Hein, il brille encore. Je tiens à le préciser. Non, mais sur la radio, c'est parce qu'en fait en soufflerie, il faut vraiment le sécuriser, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des trucs qui volent un peu partout. Et la wingsuit, je vais la fermer pour qu'elle ait un peu une meilleure gueule. Hop. Elle est d'ailleurs, c'est quoi, elle est crade. Oui, je ne l'ai pas. Je voulais pas le dire. Je l'ai pas nettoyée depuis les vols qu'on a fait à la Clusa et en bas c'était bien boueux. Je me rappelle de la boue qu'il y avait à la fin. Ah bah c'était neige en haut, mais ça nous faisait mal au cœur de mettre les wingsuits dans la boue comme ça. Je me suis dit que je les mette là, peut-être à la lumière, c'est un peu plus Ouais. C'est vrai que faut pas trop regarder le bas. Faut regarder tout. Alors. C'est un peu crado tout ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors là on a une wingsuit qui est pratiquement qui fait partie des plus grosses wingsuits qu'on peut trouver sur le marché. En termes de surface, c'est quelque chose c'est assez grand. C'est un modèle récent. En fait, la wingsuit, c'est un vêtement, hein, on s'enfile dedans, on ferme les zippers, et c'est comme ça qu'on rentre dedans. Et ensuite, elle se gonfle par ses entrées d'air. Ouais. Donc en fait, elle est divisée en 3 parties. Il y a les 2 ailes de bras et une aile de jambe. Ok. Les 2 ailes de bras se gonflent, l'aile de jambe se gonfle aussi par là. Et en fait, elles sont quand même. Alors, les 3 parties sont quand même connectées en fait. Elles sont quand même alimentées un peu entre elles. D'accord. Donc l'air, il peut quand même circuler à l'intérieur en fait entre les 3 parties. Elles sont pas complètement indépendantes. Et puis voilà. Après, on a les bras. Ça, dès qu'on ouvre le parachute. Donc là, les bras, ils sont fermés évidemment pendant le vol. Dès qu'on ouvre le parachute, on ouvre ces zippers là qui nous permettent de sortir les mains et d'attraper les commandes du parachute pour se poser. Et quand on est en vol, on a la main qui dépasse ici, qui tient la baguette et qui permet de faire des petits ajustements sur le vol. Mais le gros du pilotage vient vraiment du positionnement de tout le corps en fait. Ouais. Donc c'est vraiment les épaules, le bassin, les genoux. On va jouer avec l'ensemble du corps, la tête évidemment, là où on regarde c'est vachement important pour piloter, et on peut être très très précis avec ces combinaisons. Ok, trop bien. Et c'est doublé et en fait l'air vient remplir
la combinaison en fait. Voilà, en fait, C'est l'air, le vent relatif s'engouffre à l'intérieur de ces écopes. Ça vient gonfler la partie. Là, on peut voir toutes ces coutures. En fait, ça représente des parois verticales. En fait, c'est comme des petits caissons ouais. qui sont les uns à côté des autres, qui sont tous connectés entre eux. Et en fait, une fois que l'air il est dedans, il y a des airlocks. En fait, il y a des clapets à l'intérieur, derrière les écopes, qui permettent de verrouiller l'air à l'intérieur de la combinaison. Donc, Ouais. il peut que rentrer, il peut plus sortir en fait. Donc t'es sous pression. Du coup, tu es vraiment sous pression, et le fait que la combinaison elle soit en pression comme ça, ça permet de créer une certaine rigidité Hmm. qui va te donner de la performance, qui va te permettre de planer. Donc après, tu vois, regarde, si on ouvre la combine, on a les poches dont je vous avais parlé. Dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc tu vois, il y a une grosse poche au centre, Ok. spandex, qui est placée juste là entre les cuisses, Ouais. qui permettent de mettre des trucs. Et ensuite sur les côtés, ouais. sur les deux bras, tu vois, tu as ces deux grosses poches spandex avec des petites attaches à l'intérieur. Et tout ça, c'est tu peux mettre des mousquetons, tu peux attacher des trucs, le piolet quand tu es en montagne. Bon, moi je le démonte et puis on le range dans une petite pochette et puis on le met ici. Voilà, tu peux mettre toutes sortes de choses jusqu'en bas là. Ouais, Donc tu ça vois, fait des ça grandes fait quand même poches, des ouais. grandes poches. Et puis tu en as deux autres qui sont là le long des jambes. Ça aussi, c'est des poches. Et pour te montrer un peu l'intérieur, tu vois, en fait, je sais pas si on arrive bien à voir comme ça, mais là, ça donne vraiment, tu vois là, ces petits grillages, Ouais, et ça, c'est ce qui permet de communiquer ouais. Avec les bras. avec les Enfin, ailes de bras. ouais. Et à l'intérieur, on a ces parties, en fait, ces parties verticales, et qui sont des caissons dans lesquels Ah oui, tu as d'accord. tes trous qui sont découpés, et en fait, c'est vraiment comme un profil d'aile d'avion, en fait, ou un profil de parapente, hein, c'est exactement pareil. Et c'est vraiment comment dire, ces petites parois verticales qui vont donner la forme de l'aile et qui vont lui permettre d'avoir une certaine rigidité. Génial. Eh ben, merci encore. Parce Voilà. que là, on apprend des choses et on découvre vraiment. Ouais, c'est un bel outil, ouais. Il est un peu sale, mais il est beau. Pendant que tu remballes Comment tu cette, nettoies ta combinaison? cette belle combi, non, tu la nettoieras plus tard. Je la nettoierai Ouais, plus tard. justement, ça passe en machine à quel programme ça Non, ça je la mets pas dans la machine. Je me Non, doute, ça c'est c'est- nettoyage c'est- à la main avec c'est- une petite brosse tranquille, tu vois, un petit. C'est fragile, ouais. Faut Ouais, aller ouais, tranquille. faut faire attention. En fait, c'est des tissus pour garder l'étanchéité. C'est des tissus qui sont enduits en fait. Et du coup, enfin, ils sont vachement sensibles à ce que tu mets dessus en fait. Et du coup, tu vas perdre en performance sur ta wingsuit selon ce que tu mets dessus, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors, pendant que tu la replies, on t'a préparé pour terminer ce podcast un tu préfères. Alors, on va commencer tout de suite avec un tu préfères le saut en wingsuit ou le speed riding. Oh, ça c'est dur comme question. Ça c'est dur comme question. Choisir. Il faut choisir. Au mieux, je sais pas. Ouais, non, je préfère quand même la wingsuit parce que voilà, c'est quand même le truc ultime pour moi. Mais non, j'adore le speed riding. C'est vraiment, c'est une discipline que j'adore et que je pratique depuis le début. Et pour moi, c'est vraiment cool de pouvoir, en fin de saison, en début d'hiver, poser la wingsuit, faire du speed riding. Et c'est une manière de changer. Et en fait, ouais, le speed riding, c'est vraiment la discipline que je pratique le plus l'hiver. Et voilà, donc c'est trop cool de pouvoir faire les deux. Et j'ai pas vraiment envie de choisir entre l'un et l'autre. T'as bien raison. Mais... C'est fait exprès, on aime bien piéger un petit peu. Ouais, bah oui. Tu préfères te reposer après plusieurs sauts ou enchaîner avec un bon apéro? Tout dépend si on a des sauts à faire le lendemain, mais apéro quand même. Ouais, typiquement sur le projet, le dernier, la Clusa, tout était fait dans la même journée. Ah bah oui. Là, fallait forcément arroser ça. Ah, puis de toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Il y a Fredo à l'attéro, il nous a séquestrés. Je sais pas si tu te rappelles. Si. On n'arrivait plus à partir, c'était dur. Ouais. Question piège numéro 2. Tu préfères Chamonix ou la Clusa? La Clusa, évidemment. Eh oui. Non, mais ça c'est sûr. On voulait t'embêter vu que t'as déménagé là-bas. Ouais. Après, j'ai déménagé pour des raisons perso, mais non, la Clusa, évidemment, ouais, c'est clair. C'est la maison, quoi.
Tu préfères sauter matin, midi ou soir? Ou les trois? Les trois. Les trois. Non, mais franchement, en fait, en fonction de la lumière, en fonction de l'exposition de la falaise et de la lumière, bah, il y a les sauts du matin. Et il y a les sauts, qui est pareil. il y a les sauts du soir. Bah ouais, tu vois, il y a des endroits, c'est... Donc bon, ouais, non, c'est vraiment en fonction du spot, en fait. Mais non, les trois, ouais. Ouais. Tu préfères sauter de la Tour Eiffel ou du Burj Khalifa? Il y en a un qui n'a pas été fait. Bah, j'ai jamais sauté de la Tour Eiffel, donc c'est un rêve, hein. J'aimerais trop pouvoir faire ça. Burj Khalifa, on l'a fait il y a presque 10 ans et c'était un truc de fou, quoi, de pouvoir sauter là-bas. C'était vraiment génial. C'est vraiment un super souvenir. Mais la Tour Eiffel, ça reste à faire. C'est compliqué de voler à Paris, sauter à Paris. On a tenté plusieurs fois de le faire de manière légale et on y travaille toujours d'ailleurs. C'est pas facile. Ça viendra. Mais je baisse pas les bras. Franchement, je baisse pas les bras. Ouais. On y arrivera. Si on parlait vacances, tu préfères chiller aux Maldives ou faire un vol d'1 minute au-dessus de Balme? Bah, Balme, sans problème. Ouais. Non, Bonne réponse. Ouais, bah oui, non, ça c'est évident. Et pour terminer, mais je connais déjà la réponse, tu préfères voler solo ou voler à plusieurs? Ah bah à plusieurs, ouais, non, c'est clair. Non, ça c'est pas... Il n'y a pas photo, ouais. Voler solo, ça m'arrive pas souvent. Et c'est quand même vachement moins drôle. J'imagine. Bah surtout quand on voit les vidéos, le rendu, les choses qu'on peut partager. Bah ouais. Enfin voilà, de débriefer, non, puis il y a un côté sentir les autres. Ouais, et puis sentir, voilà, voilà, partager des moments super intenses avec les potes, et de voir aussi la tête, parce que quand on se regarde, quand on est des vols, bon, comme on a fait à la Clusaz, c'était différent, on se voyait pas beaucoup, on s'entendait beaucoup, mais dans la voix, on ressent beaucoup de choses, et puis quand on peut se voir, quand on peut se regarder en l'air et partager tu vois, les yeux, enfin voilà, il y a vraiment des expressions de visage qui sont trop marrantes et c'est vraiment trop cool de partager avec les potes, quoi. Et ben c'était vraiment trop cool de partager ce podcast avec toi aussi. Et ben merci. Ça nous fait bien plaisir. Ouais, c'est cool, merci. Merci Fred. Et puis ben on te souhaite que merci à toi, meilleur Pierrick. Pour la suite, ouais, merci des à beaux vous. projets et plein de trucs à la Clusaz encore. Et ben grave. Trop motivé. Super. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast une fois de plus. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'ouverture du bike park. Ce sera le 10 juin. Et juste avant, on aura notre prochain invité, notre prochain podcast spécialement choisi pour l'occasion. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Toute l'équipe est là aussi pour le souhaiter. Et à très bientôt. Salut, Harvey.